James, bonjour. Vous êtes économiste, universitaire, maire de Holstein, une des 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg que vous présidez depuis 2020. Notre entretien a pour objectif de recueillir au fond votre analyse, votre point de vue sur le moment particulier que traversent aujourd'hui les métropoles françaises et ici bien sûr votre métropole. Ce moment, on pourrait dire qu'il est caractérisé par la montée de la préoccupation écologique, devenue, on le sait, une urgence, qui appelle une profonde transformation de l'action publique pour faire face aux transitions nécessaires. Il intervient dans un contexte général que l'on pourrait qualifier de paradoxal, marqué par le renforcement des grandes agglomérations urbaines françaises par la loi MAPTAM, mais de manière simultanée par le développement d'un discours anti-métropolitain. Il est également marqué par la survenue ces dernières années de 3 événements successifs qui interrogent la métropolisation et les métropoles. La crise des Gilets jaunes, bien sûr, qui a été interprétée par bon nombre d'observateurs comme révélant une fracture territoriale entre des métropoles qui seraient riches, pourvus de tous les équipements et tous les services, et des autres territoires plutôt laissés à l'abandon. Il est également marqué par les résultats des élections municipales, puis régionales, qui, au-delà des effets de la crise sanitaire, ont sans doute montré une forme de désaffection démocratique, et enfin par la crise sanitaire qui a souligné la vulnérabilité des métropoles et leur faible désirabilité, sans pour autant que la fuite des citadins puisse être qualifiée d'exode. Donc cet entretien va s'organiser autour d'un certain nombre de questions. La première que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce que vous pourriez au fond caractériser l'Eurométropole de Strasbourg? Elle a acquis, comme les autres grandes agglomérations françaises, le statut de métropole par la loi MAPTAM. Bonjour, je me réjouis effectivement de vous présenter cette Eurométropole de Strasbourg, anciennement Communauté urbaine de Strasbourg, qui a acquis le statut de métropole en 2015, comme vous l'avez dit, compte tenu des évolutions législatives récentes. C'est une métropole de taille moyenne, avec 33 communes, sur 500 km², 500 000 habitants. Une métropole qui sait encore combiner urbanisme, urbanité et ruralité. Moi-même, je suis maire d'une commune de la seconde couronne, maire d'une commune donc de 3700 habitants. La ville-centre a 280 000 habitants et 2/3 des autres communes ont moins de 6 000 habitants. Donc, vous voyez, d'ores et déjà une mission d'équilibre que j'ai à trouver en tant que présidente de cette Eurométropole et de compréhension des enjeux des plus petites communes et évidemment le rôle de la ville-centre. Vous dire qu'elle ne s'appelle pas Eurométropole pour rien, c'est bien ça, la dimension européenne qui nous importe. Pour Strasbourg, bien sûr, une capitale européenne reconnue. J'ai également cherché à insuffler ou à mesurer ce sentiment d'identité européenne auprès des 33 communes. Et lors de la fête de l'Europe, le 9 mai dernier, l'ensemble des 33 communes ont eu l'occasion d'y participer. C'est une métropole frontalière, bordée par le Rhin, donc ça sera aussi une question sur le développement qui ne peut se faire qu'à l'ouest. Une métropole que je souhaite garder à taille humaine, dont nous souhaitons en tout cas maîtriser la politique de l'habitat, de l'urbanisme, nous en parlerons certainement, mais qui est fondamentalement frontalière. Et nous aimons, avec la maire de Strasbourg, parler plutôt d'une vision du bassin de vie du Rhin supérieur, où plus qu'ailleurs, nous avons des relations régulières, des belles collaborations avec les villes et les grandes villes et les communes outre-Rhin pour construire aussi une politique réellement plus métropolitaine au sens large. Quelle vision vous pouvez donner de la société métropolitaine strasbourgeoise? Là encore, les chiffres sont là. Strasbourg est une des villes les plus pauvres après Marseille, la ville de Strasbourg, alors que le pouvoir d'achat dans les communes seconde couronne est plus élevé et donc le taux de chômage également moindre dans les communes seconde couronne, où il y a de plus en plus de zones d'activité économique, alors qu'en ville, comme toutes les grandes villes-centres, elles se tertiarisent. Donc c'est vrai
là encore, une inégalité de niveau de vie au sein de l'Eurométropole. Quel est votre point de vue sur le fonctionnement de cette intercommunalité et éventuellement ses fragilités ou la manière dont vous pouvez, vous, structurer une gouvernance de la métropole avec, entre autres, la maire de Strasbourg? Alors, il y a une pratique de l'intercommunalité qui est ancienne, puisque depuis 50 ans, par exemple, l'administration est mutualisée. Plus que jamais, avec la loi MAPTAM et NOTRe, il me paraît important que la métropole ait un projet métropolitain, et qu'elle ne soit pas simplement le fruit d'une coalition où différents groupes politiques s'accordent pour gouverner cette métropole. Et c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui, avec la maire de Strasbourg, qui est présidente déléguée, première vice-présidente, et la maire de Schiltigheim, également une grande commune, deuxième VP et également présidente déléguée. Donc nous formons un trio. Je suis la présidente de cette gouvernance très féminine d'ailleurs, vous le notez également, mais qui plus que jamais porte un projet métropolitain, ce que j'appelle notre feuille de route, qui est marquée par le souhait de réaliser une véritable transition écologique sur le territoire, démocratique également, et travailler la solidarité. Ça, c'est les caractéristiques fortes de notre feuille de route. Personnellement, je me sens vraiment à la tête de cette coalition, de cette majorité plurielle, où nous trouvons évidemment les élus de la ville-centre et des groupes de maires qui sont dans cette gouvernance, également dans cet exécutif. Et il me faut au quotidien trouver l'équilibre entre la feuille de route de la ville de Strasbourg en tant que municipalité et effectivement comment emmener le plus grand nombre de communes de l'Eurométropole dans nos projets. On a beaucoup dit que les métropoles avaient été créées pour renforcer leur attractivité, pour rayonner, structurer davantage le développement, être un peu les moteurs de la croissance. Et on a vu à ce colloque un discours des présidentes de métropole aller plutôt vers le souci du quotidien, le souci des conditions de vie. Alors on s'est beaucoup dit que c'était probablement aussi une conséquence de la crise qui avait été traversée, où on a vu que cette crise sanitaire a révélé de nouvelles inégalités, a amplifié un certain nombre d'inégalités sociales, a mis l'accent aussi sur le fait que vivre en métropole ou vivre dans une métropole, ça n'était pas forcément désirable et puis facile. Au fond, ce moment-là qui a été traversé, qui a beaucoup secoué les acteurs métropolitains, a eu quels effets sur au fond, votre approche de l'action métropolitaine, quels infléchissements, enfin, en quoi ce qui s'est passé là a transformé à la fois votre regard et puis votre approche des politiques métropolitaines? Alors, à court terme, plus que jamais, nous avons montré notre souci d'aider, et particulièrement le monde économique. Donc la métropole s'est aussi mobilisée pour soutenir le commerce, le tourisme, le monde économique local pendant cette période de crise Covid, et nous avons bien fait. Je ne crois pas que ça a modifié notre regard, parce que je porte le principe du développement plus qualitatif de la métropole depuis mon élection, et moins grossir à tout prix, au détriment du monde rural et pour écraser d'autres. Je suis également présidente du SCOTERS et il tient absolument à dialoguer avec les agglomérations voisines sur le mode de développement. Quelle croissance démographique pouvons-nous encore nous permettre d'espérer? Quelle croissance de l'habitat allons-nous encore envisager? Comment avoir une vision plus partagée du développement à l'échelle d'un territoire plus large que celui de l'Eurométropole? C'est ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est le quotidien des Eurométropolitains. Une enquête bien-être du Conseil de développement du mandat dernier a révélé le souci d'une métropole proche, d'une métropole de proximité, où les mobilités sont une attente forte, mais aussi une qualité de vie qui passe par un vrai questionnement du type d'urbanisme qu'on souhaite aujourd'hui et demain. Et donc, dans des modifications récentes du PLU, voire dans la révision du PLUI,
nous allons travailler le principe d'une métropole plus hospitalière et plus accueillante, beaucoup plus que de parler d'un développement quantitatif, beaucoup plus que d'afficher qu'il nous faut demain 4000 logements par an. Nous nous refusons à afficher des chiffres de croissance quantitatifs. Nous avons raison de travailler beaucoup plus ce qui fait le bien-être des gens au quotidien. Alors justement, sur cette question des rapports entre territoires, donc vous dites nécessité de travailler au fond avec nos voisins, comment vous travaillez avec eux? On a beaucoup dit des métropoles qu'elles étaient égoïstes, prédatrices, ne s'occupant pas et ne s'intéressant pas à leurs voisins. On peut inverser la logique et considérer que les métropoles, elles sont aussi dépendantes de ces territoires-là, des ressources qui y sont. Là, vous venez de le dire, la possibilité pour ces territoires d'accueillir des métropolitains. Comment vous vous êtes engagé dans ces coopérations et comment vous le faites dans le contexte aussi des transitions? Vous avez dit zéro artificialisation d'un côté, vous parlez de mobilité, d'une nécessité d'organiser aussi l'espace et son aménagement en prenant en compte les transitions, la transition écologique. Voilà. Comment vous êtes entré au fond dans ces coopérations? Est-ce que vous pouvez en donner des exemples, montrer éventuellement les difficultés ou les points d'achoppement dans ces dialogues qui s'ouvrent? Tous les mois, en tant que présidente de ce SCOT élargi, je suis en dialogue avec les agglomérations voisines, tous les mois. Et nous échangeons bien évidemment nos plans climat et nos plans d'urbanisme. Déjà, on part de l'existant et on se confronte sur des visions de développement et nous cherchons à harmoniser. Et j'étais beaucoup sur le terrain dans ces agglomérations voisines pour partager les projets de mobilité que nous portons. Pour vous donner des exemples précis, nous raccordons nos pistes cyclables, pas négligeables. La métropole promeut aujourd'hui, avec un succès remarquable, le transport à la demande. Nous partageons des outils, des formes de mobilité à inventer qui fonctionnent chez nous. Pourquoi ne pas les imaginer ailleurs? Nous avons à travailler en commun le développement du ferroviaire, le cadencement du ferroviaire. Nous sommes en train de signer avec la région Grand Est un schéma directeur des mobilités où en fait un RER métropolitain, un RER sur l'Alsace est en train de se dessiner, avec des cadencements de train à la demi-heure. Et donc ça nous relie à avoir des outils de mobilité qui permettent aux uns aux autres de travailler ou chez nous dans la métropole ou à l'extérieur. Et on en a d'autant plus besoin que la métropole, partant sur une politique ZFE, elle doit trouver des outils de mobilité qui vont avec. Donc voilà des exemples très concrets de coopération. Un autre qui aura lieu d'ici quelques jours, nous allons nous retrouver sur une réflexion sur le commerce centre-ville ou les grandes zones commerciales. Qu'est-ce qu'on veut en faire demain? Ça ne concerne pas que l'EMS, ça concerne les autres agglomérations qui ont tendance aussi à avoir encore des plans de grandes zones commerciales. Est-ce que c'est le commerce de demain qu'on veut, qu'on souhaite, que la société souhaite? Nous nous retrouvons là-dessus. Donc voilà des sujets, nous partageons notre vision des zones d'activité économique également. Est-ce que les modèles des zones d'activité économique demain doivent être les mêmes que ce qu'on a aujourd'hui? Dans toutes les agglomérations, c'est pareil. C'est des zones extrêmement étendues, très consommatrices en foncier. On n'en parle pas assez. Vous voyez les places de stationnement qui s'étalent. Il faut réfléchir autrement, pas simplement à la métropole, mais à l'échelle des SCOT. Comment imaginer d'autres zones d'activité économique demain? Pourquoi elles ne seraient pas mixtes? Déjà, pas que industrielles, mais aussi avec des commerces, des points boulangerie, des lieux de vie. Les zones d'activité économique doivent être des lieux de vie. Je ne le dis pas que pour la métropole, je le dis pour toutes les agglomérations du SCOT. Les zones d'activité économique, demain, pourquoi ne seraient-elles pas mixtes et pourraient accueillir du logement? Elles seraient un petit peu moins vides et moins désertiques le soir ou le week-end. Parce que demain, des entreprises peuvent partir, il peut y avoir des logements. Aujourd'hui, nos PLUI sont relativement rigides sur des formes de zonage, alors qu'on devrait ouvrir les formes de zonage pour imaginer beaucoup plus de flexibilité dans les façons d'utiliser cet espace ou ces espaces. Nous avons des cas, même à l'Eurométropole, où des zones d'activité pas se vident, je serais exact, mais certains immeubles qui étaient dédiés aux bureaux ne sont aujourd'hui pas occupés.
Tiens, parce que le Covid et le télétravail sont passés par là. Et on nous interroge déjà, est-ce qu'il n'y aurait pas opportunité à en faire des logements? Donc voilà des réflexions qu'il faut partager largement. L'Eurométropole de Strasbourg est une métropole transfrontalière et donc vous avez un voisin qui a des caractéristiques un peu particulières. Est-ce que ça présente des difficultés? Comment vous travaillez avec ce voisin qui est de l'autre côté du Rhin? Alors déjà, personnellement, je suis d'origine alsacienne, mais je me sens complètement biculturelle. C'est vrai, ma commune a été une des premières à être jumelée avec un village d'outre-Rhin que nous fréquentons très très souvent, avec toute une série donc d'échanges au niveau scolaire, associatif et mémoriel. Nous travaillons dans le cadre de l'Eurodistrict, qui est justement cet organisme qui rassemble les communes sur ce bassin de vie, et nous travaillons sur des plans mobilité, sur des pistes cyclables, alors vous savez que nous sommes aussi, mes prédécesseurs ont mis en place un tram qui relie nos deux communes et nos deux espaces. Ce sont des symboles forts. Nous n'arrêtons pas de créer des ponts et nous travaillons ensemble, même encore récemment, sur le schéma de développement de nos zones d'activité économique. Nous travaillons sur le potentiel de la géothermie, qui est également un sujet qui nous a secoués dans tous les sens du terme. Nous travaillons sur la valorisation de nos cultures réciproques. Nous travaillons sur le bilinguisme qui nous est très cher. Et, vous l'avez dit, valorisation de la langue allemande et alsacienne, bien évidemment, sur ce patrimoine, sur nos racines. J'ai l'impression que vous êtes une présidente heureuse, au fond, c'est-à-dire qui, à l'intérieur de la métropole, a trouvé un mode de fabrique des politiques publiques que vous avez plutôt exprimé, autour de cette idée d'un trio un peu, donc d'une forme de collégialité. Vous avez plutôt raconté de belles histoires de coopération avec vos voisins. Dit autrement, est-ce qu'il y a au fond des verrous, des difficultés dans le chemin que vous tracez pour la métropole de Strasbourg que vous voudriez souligner là? C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui vous rendrait encore plus heureuse? Voilà. Alors, au quotidien, et c'est un travail quotidien, c'est toujours emmener le plus grand nombre d'élus et de communes dans ce projet. Où vous l'imaginez bien, des postures politiques peuvent exister et des positions d'opposition systématique existent aussi, tout simplement. Ça, c'est une réalité et c'est dommage, mais je m'emploierai toujours à ce dialogue et à cet échange. Nous n'avons pas parlé de l'État, vous m'avez questionné tout à l'heure. L'État devrait être plus facilitateur. Nous aimerions mutualiser à l'échelle de la métropole la loi SRU. Et donc j'ai de grandes attentes autour de la loi 3DS. Je suis vraiment une adepte de la subsidiarité, du principe de subsidiarité et de la déconcentration. J'aimerais qu'on nous laisse expérimenter et qu'on laisse donc précisément les métropoles porter davantage les politiques. J'ai de grandes attentes de l'État autour de la politique ZFE, tant en termes de contrôle et même de cohérence de l'État, qui aujourd'hui encore accepte que les voitures diesel soient mises en vente, qui leur donne encore une fiscalité avantageuse, au même moment où la loi sort sur la zone à faible émission, où l'État est déjà condamné sur une mauvaise qualité de l'air. Donc j'aimerais que l'État aussi nous suive ou se mette en cohérence par rapport à ce qu'il affiche et légifère. Les responsabilités des métropoles sont très vastes et elles demandent tous les jours beaucoup de coordination. Ce sont des grandes maisons aussi que je voudrais rendre plus réactives et toujours plus proches. Je me plais aussi à imaginer que demain, ça fait partie de notre feuille de route, demain, donc dès l'année 2022, nous allons travailler à une déconcentration de notre métropole, qui est ici particulièrement concentrée au cœur de Strasbourg, place de l'Étoile, et qu'elle puisse avoir des agences, qu'elle puisse être territorialisée par bassin de vie. Nous travaillons à cela pour qu'un certain nombre de services administratifs soient plus proches de nos concitoyens. Je travaille aussi un pacte de gouvernance avec les communes, c'est-à-dire que la métropole s'engage à contractualiser avec chaque commune ce qu'elle lui apporte.
et que chaque maire ait une visibilité sur ce que la métropole lui apporte sur son mandat, que ce soit en termes de voirie, de pistes cyclables, de développement économique, de soutien à l'habitat. Je trouve que ça met de la transparence sur ce que la métropole apporte à chaque commune et à chaque maire. On appelle ça le pacte de gouvernance, selon la loi engagement et proximité qui était sortie, qui m'a beaucoup intéressée. Et donc, nous allons expérimenter cela sur 3 communes, mais le pacte de gouvernance a été voté, donc je m'attacherai à mettre cette visibilité également en évidence pour chaque commune. Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on n'a peut-être pas fait le tour de l'ensemble des questions, mais en tout cas, on a eu un échange qui a permis, à mon sens, de mieux apprécier ce moment singulier qu'affronte l'Eurométropole de Strasbourg et au fond ses effets sur sa trajectoire. Et on peut considérer que on voit mieux aujourd'hui à la fois où vous en êtes, quelle est votre vision et votre visée. Et j'allais dire peut-être que dans quelques années, on aura peut-être avec vous d'ailleurs un autre entretien pour cette fois de manière un peu rétrospective, regarder ce qui s'est passé sur ces années et comment à nouveau vous vous projetez sur le futur. Infiniment merci. Merci à vous. Merci beaucoup.